qui est que moi qui viens des années 70, j'ai toujours été dans ce projet-là par ma culture, parce que j'étais un marginal. Nous, notre but, à l'époque, c'était d'échapper au salariat, dont on avait compris que c'était une aliénation, qu'elle soit de gauche ou de droite, parce que c'est une aliénation anthropologique. Hein, le fordisme, le taylorisme, le socialisme pratique le même que le capitalisme, hein, la division du travail, la mécanisation, la parcellisation, etc. C'est abrutissant. Donc nous, c'était échapper au salariat, échapper au travail abruti, échapper au tertiaire, c'est-à-dire au travail improductif, jamais ne faire carrière dans les médias, c'était dévalorisant, c'était honteux. Pour nous, Hardison, c'était le tocard de la bande, puisqu'il avait fait de la pub et qu'il était animateur de télé. C'était ça l'idée. Et c'était vivre en dehors du système, on appelait ça les normaux, les autres, et effectivement chercher les marges et les failles du système où on peut vivre agréablement pour moins cher, avec peu d'argent. Donc aller trouver des lofts, à l'époque c'était l'idée des lofts, hein, des usines désaffectées, des villages abandonnés dans les Cévennes, etc. Enfin, c'était... Et je pense qu'effectivement, qu'à voir avec la décroissance, qu'il faut pouvoir... Je crois que si le système devient de plus en plus violent, il sera d'autant plus violent pour les gens qui vivent en ville et qui sont dépendants du système, c'est-à-dire qui ont des frais fixes importants, etc. etc. Et moi j'ai toujours dit, si tu veux être libre, limite les frais, c'était mon truc. Hein. Voilà, donc tu es organisé pour vivre pas trop cher. Et même à égalité et réconciliation, on essaye de faire d'égalité et réconciliation un annuaire où on peut s'échanger des services entre nous, enfin ce truc qu'on appelle SEL, S-E-L, là, tu sais, on est dans cette logique-là aussi. Là je suis en train de monter à une boîte d'auto-édition et de vente en ligne où on ferait aussi bien des bouquins que des produits du terroir, pour échapper au système, entre guillemets. Voilà. Mais être un peu organisé. L'idée aussi de solidarité, qui est très importante, de faire du réseau de résistance, de solidarité. Je crois qu'on nous a poussés tous à l'orgueil individualiste, ce qui est d'ailleurs typique de l'extrême droite, hein, où il n'y a que une armée mexicaine, où il n'y a que des généraux. L'individu est seul et fragile, tu vois, et dépressif. Le système te pousse à être seul, dans l'orgueil de la solitude, tu sais, l'unique, tu vois. En réalité, il est très important de tisser des réseaux de solidarité, ce qui veut dire redécouvrir l'échange, la fraternité, le don, enfin tous ces trucs des sociétés antilibérales et traditionnelles, où tout n'existe que dans le collectif et dans l'échange. Hein. Le moi est secondaire par rapport au nous, tu vois. Et moi, ça a toujours été, d'une certaine façon, bien malgré ma mégalomanie énorme, j'ai toujours été dans des combats du nous. C'est pour ça que je me suis fâché récemment avec Nab, pour cette raison-là. Parce que son petit moi-je d'artiste stratège m'emmerde. Tu vois, moi, à un moment donné, ce qui m'intéresse, c'est la cause. Moi, je suis en fraternité avec des gens que j'aime pas forcément beaucoup, qui sont pas forcément très sympathiques parfois, etc. Mais parce que, voilà, il y a une logique du nous, tu vois. Et j'aide même des gens qui me sont hostiles. Tu vois, je le fais. Du moment que ce qu'ils font est bon pour la prise de conscience collective, etc. Je pense qu'il faut en rabattre un peu sur ce truc du moi-je, tu vois. La solitude est quelque chose de très triste, de très dur, et c'est le piège du système. Le piège du système, c'est le solitaire à orgueilleux, dépressif et consommateur, tu vois, parce que plus tu es seul, en plus, quelque part, plus tu consommes pour compenser, tu vois. Quand tu es avec une bande de potes à discuter, tu dépenses pas d'argent, tu vois. Si tu es seul, tu fais les magasins. Le pire, c'est quand tu es une connasse, employée de bureau, seule et prétentieuse. Tous tes samedis après-midi, tu fais les magasins pour acheter des chaussures. Tu vois, c'est l'aliénation maximum. Voilà. Donc, cette idée-là, effectivement, je l'ai. D'ailleurs, moi, je vis à moitié loin de Paris, au Pays Basque, dans un monde qui n'a rien à voir, où je ne fréquente que des gens qui font du sport, où je ne parle jamais de politique. Enfin, tu vois, voilà, à Paris, j'y suis en mission un certain nombre de jours par mois, et après, je me rabats au Pays Basque, où je fais du vélo, tu vois, où j'ai une vie, tu vois, beaucoup plus naturelle et saine. Et je crois que, effectivement, il est très important dans les temps de crise qui viennent d'avoir une base de repli, tu vois. Parce qu'effectivement, en période de guerre, ce qui est moins dangereux, c'est d'être dans un petit village, tu vois. Avec à côté, il y a des poules, des cochons, etc. En général, on ne balance pas de bombes atomiques sur des champs, tu vois. Ce qui est dangereux, c'est la ville, les endroits hautement industrialisés, etc. On le sait, parce que même pendant la guerre, voilà, les gens qui avaient de la famille à la campagne, beaucoup de gens en avaient, ils se repliaient à la campagne, un peu en autarcie, et ils bouffaient, malgré les privations, etc. Ceux qui ont le moins souffert de la guerre sont sans doute la paysannerie française, propriétaire de ces moyens de production. Parce qu'ils ont continué à vivre comme ils ont toujours vécu, c'est-à-dire ils se levaient, ils allaient cultiver les champs, ça ne change rien que l'occupation allemande, ça ne change rien à la météo, ça ne change rien à la vitesse à laquelle pousse le blé, et les réquisitions, ils se démerdaient, parce que de toute façon, aussi, tous ces petits mondes de production locale, etc., échappent beaucoup au pouvoir. C'est pour ça que le pouvoir n'aime pas ça. Le pouvoir veut le salariat généralisé. Le pouvoir n'aime pas les classes moyennes, et le pouvoir n'aime pas les réseaux alternatifs, les réseaux transversaux, etc. Il aime les individus isolés, et en général salariés, tu vois, parce que c'est un moyen de contrôle, tu vois.
Donc tout ça, je suis pour, mais pas comme une fuite ou une lâcheté. Il faut une base arrière, parce que d'ailleurs Bernard-Henri Lévy fait la même chose. Il insulte le peuple français toute la journée, mais il sait que si ça finit mal, il pourra aller se planquer à Marrakech, à New York ou à Tel Aviv, tu vois. Tous les mecs du système ont une base arrière au cas où ça pèterait. Hein. Parce qu'ils savent très bien que si ça pète, ils vont être punis et qu'ils le méritent. Tu vois. Donc voilà, il faut faire un peu la même chose, tu vois. Sinon, t'es... Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que si tu voyages un peu en France, dès que tu sors de la ville élargie, tu vois, tu arrives dans des endroits où rien n'a bougé depuis des siècles, d'une certaine manière, tu vois. Et où tu peux effectivement, bon, il faut avoir une vie intérieure très riche, hein, et puis des amis, mais effectivement, tu peux prendre possession d'un village dans les Cévennes, t'installer en Corrèze, à l'Est, il y a des tas d'endroits où il n'y a pas de spéculation immobilière violente, tu vois, et où tu peux effectivement te réinstaller pour pas cher. Ça demande effectivement des réseaux de solidarité, d'être structuré soi-même, d'avoir une capacité de travail et une certaine maîtrise, de savoir faire des choses de ses mains, voilà, et une certaine richesse intérieure, tu vois, pour pas flipper, et effectivement apprendre aussi à se passer de la télé, etc. Moi maintenant j'ai une technique, c'est que je mets la télé avec la mire, tu sais, c'est-à-dire où il y a toutes les chaînes, sans le son. Et mon jeu, parce que c'est comme l'âtre, tu vois, il y a un truc, tu communiques le monde extérieur, mais maintenant je regarde la télévision systématiquement sans le son. C'est un bon exercice. Il n'y a pas besoin du son. On comprend tout avec les images, et surtout pas jamais une seule chaîne, mais la mosaïque, tu sais. De temps en temps, je fais comme ça, je regarde, et hop, je sais à peu près ce qui se passe. Je suis en contact avec le monde. C'est comme si tu regardais par la fenêtre, en gros, mais la fenêtre, la grande fenêtre. Et jamais connaître l'erreur d'ouvrir une chaîne particulière et de mettre le son. Parce que là, hop, t'es piégé par un con qui te raconte des choses pas intéressantes ou que tu sais déjà au mieux que lui, tu vois. Mais ouais, tu vois, donc c'est un peu... je suis même pas, moi, pour jeter la télé, je suis pour mettre la mosaïque sans le son. Parce qu'il y a une manière de... quelque part de... Je pense que comme ça, c'est toi qui domines la télé, pas la télé qui te domine, tu vois. Voilà, c'est un peu tout ce genre de réaction qu'il faudrait avoir aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de profiter des quelques avantages du système sans en être la victime. Alors, ça ne veut pas dire forcément rejeter intégralement le système, parce que c'est bien l'électricité, etc. quand même, tu vois. Mais arriver, effectivement, c'est tout ça pourrait presque faire un espèce de travail de recherche. Comment rester maître du système, voilà, sans y renoncer totalement, qui est une démarche tout à fait louable, mais qui demande, c'est très radical, hein, d'essayer de vivre sans électricité, sans téléphone, sans internet, etc. Donc, pour moi, l'idée, c'est d'être dans une grande ferme en pierre sèche, tu sais, avec des gros murs, etc., de vivre de l'artisanat, etc., mais en te servant d'internet, notamment pour vendre tes produits à l'étranger, et le mieux c'est que tu fais des produits locaux dans ton logique de résistance que tu vends à des bobos new-yorkais qui trouvent ça génial parce que c'est fait à la main en France. Et en plus tu fais de l'oseille, tu vois, tu vis pas mal, tu vois, et puis tu fais de l'échange avec, etc. Enfin, essayer, je dirais, d'être le maître du système, qui est le principe de l'homme, tu vois, c'est de dominer la nature et de se dominer lui-même, plutôt que dans le renoncement avec une petite dimension masochiste ou fataliste, tu vois ce que je veux dire. Je réfléchis à ce genre de truc. Justement, je trouve que c'est pas mal. Et moi, j'aime bien l'idée de la très haute technologie, très locale, très concentrée, très contrôlée, même comme projet politique, au milieu, si tu veux, d'un monde qui redevient beaucoup plus naturaliste, tu vois. Tu vois, plutôt qu'un monde de technologie généralisée, dégueulasse, avec des hautes tensions, des machins, etc. C'est-à-dire, moi, je suis partisan aujourd'hui de fabriquer, par exemple, je suis dans l'idée, parce que j'ai beaucoup d'idées, de créer, par exemple, une usine où tu vas, pendant 15 jours, te fabriquer ta voiture. Toi-même avec des trucs, et comme matériau, tu vois, du bois, de l'alu, etc., pour faire une voiture personnalisée, tu vois, mais qui est quand même un moteur à explosion moderne, etc., mais tu vois, qui a une gueule personnelle. Et en fait, je pense que ça pourrait être un projet même assez bobo, tu vois, pour échapper à la production de série, et de retourner à l'aristocratie ouvrière, tu vois. Alors l'idée, c'est tu fabriques ta voiture toi-même, ce que je fais moi avec ma moto. Hein. Ma moto, elle a 25 ans, je l'ai faite entièrement moi-même. Tu vois, avec des gens par internet, j'échange des pièces, etc. Ce qui veut dire que tu as une charge affective énorme, tu sors complètement de la boîte à savon en leasing, tu vois, que tu es obligé de changer tous les 5 ans. Et tout ça, c'est une autre manière de fonctionner. Et ce genre de bagnole, c'est la tienne, il n'y en a qu'une, elle est en bois, en matériaux nobles, etc. Elle a quand même toute la technique à l'intérieur, tu vois, c'est pas difficile. Et tu peux considérer que tu la gardes 30 ans et que tu la transformes, parce que de toute façon, dans 30 ans, elle roulera toujours à 130. Tu auras des freins. Enfin, toi, là, au niveau de la maîtrise technique qu'on a pour un véhicule à 4 roues, on n'a pas besoin de plus maintenant. Tout le reste étant trop. En fait, on a atteint un sommet de technique dans les années 70-80. Dès lors que tu as l'ABS, même l'ABS, j'en ai même pas besoin, mais tu vois, dès lors que ça freine parfaitement, c'est fiable, la propulsion est bonne, etc. Surtout que tu n'as pas le droit de rouler trop vite et que c'est assez con de rouler vite. T'as pas besoin, t'en as rien à foutre de l'aérodynamisme, de l'ergonomie, etc. Donc moi, je m'amuse à dessiner des bagnoles
Tu vois, donc tu fais tout, voilà, arrives dans un atelier, et puis tu choisis, tu la dessines avec des mecs, etc., et tu passes 15 jours, et à la fin, elle sort de l'atelier avec toi, et c'est la tienne, elle a ton nom marqué dessus presque, tu vois, et tu la gardes 30 ans. C'est comme ça, tu vois, ça c'est le genre de projet qui m'amuserait de monter, ça, tu vois, par exemple. Et en fait, tout ça, par exemple, un mec qui est intelligent et qui a du pognon pourrait monter une unité de production avec un site internet, ben voilà, vous venez chez moi, vous restez 15 jours, on loge les gens, etc. Vous payez cher peut-être, mais voilà, on se démerde. Au début, ça peut être d'ailleurs un truc un peu d'élite. Et vous fabriquez votre propre bagnole et votre camping-car, on la fabrique ensemble, ça sera la vôtre, etc. En matériaux nobles, etc. Tu vois. Je pense que ce genre de projet existera dans quelques années. Et que ça, c'est marrant, tu vois, ça m'amuse. Là, j'ai dit sur une interview, d'ailleurs, les gens n'ont rien compris, que je voulais construire ma propre maison, c'est vrai. Ce qui est le but de tout homme équilibré, c'est d'avoir une femme, des enfants, un chien et sa maison. Moi, je me dis qu'une vie réussie, c'est une vie à un moment donné où tu choisis effectivement un terrain, tu vois, à cause de sa vue, de sa place, etc., et que tu construis ta maison, que tu dessines, ce qui est l'histoire du monde, le monde de la tradition, c'est ça d'une certaine manière. Et tu vis dans la maison que tu as créée, qui te ressemble, et pas dans un truc imposé, standardisé, ignoble, tu vois, voilà, qui est une souffrance aussi, tu vois. D'ailleurs, les gens luttent contre ça, parce qu'ils personnalisent comme ils peuvent, en mettant des gris-gris dans du standard. Et moi, je me dis, si un des projets de ma vie, effectivement, là on parle limite de décroissance, si on parle de vie autonome, ça serait de pouvoir, effectivement, construire la maison. Alors depuis que j'ai dit ça, d'ailleurs, il y a des types qui m'ont contacté, ils m'ont dit, si vous la faites fabriquer, ça coûte très cher, il y a des moyens de la fabriquer vous-même avec des équipes, dans des échanges, etc. Et les mecs, ils m'ont envoyé les devis, ça coûte absolument pas cher de construire une maison soi-même avec des gens, tu sais, dans des relations d'échange. L'équivalent de 30 millions d'anciens francs, tu vois. Ça coûte 4 à 5 fois moins cher que de passer par le système normal, tu vois, où tu payes des salaires avec des charges sociales énormes, des matériaux, enfin tu vois, parce qu'en fait, c'est que les trucs recyclés, des machins, du bois, et un type qui m'a envoyé un mail très gros, il m'a dit, moi je l'ai fait de A à Z, voilà combien ça coûte, je l'ai fait entièrement moi-même, etc., avec des gens qui viennent vous aider, que vous nourrissez, que vous logez un certain temps, parce qu'il y a plein de gens qui seront prêts à venir bosser sur un chantier intéressant, si tu les loges et que tu les nourris pendant 2 mois, tu vois. Il y a tellement de chômeurs, de mecs qui s'emmerdent. Et en fait, tout ce genre de projet est possible et alternatif. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que dans le temps, c'était des projets d'extrême gauche ou d'ultra gauche. Et en fait, on ne voit pas en quoi ils sont totalement compatibles avec les idées, comment dirais-je, nationalistes. Enfin, tu vois, ce sont des idées anti-système, on va dire. Tu vois. C'est totalement compatible avec les idées, avec la tradition, avec les idées, je sais pas, de chevalerie. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'extrême gauche en réalité. Et la période d'ailleurs est intéressante parce que je crois qu'aujourd'hui, la contre-culture de demain va venir de gens comme, enfin, de chez nous. On le voit en Italie avec Casa Pound, tu vois, ils sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus dynamiques